Salut la gang, bienvenue à ce 77e épisode de Femmes de fer où je reçois la docteure Joanne Liu. Pédiatre à l'hôpital Sainte-Justine, elle devient la première femme présidente de Médecins sans frontières et dès son entrée en fonction, elle doit s'impliquer dans l'immense dossier de la guerre en Syrie et dénonce entre autres les bombardements des hôpitaux en Syrie et au Moyen-Orient. Elle a également demandé une enquête indépendante sur un bombardement d'un hôpital de Médecins sans frontières en Afghanistan fait par les États-Unis et en 2015, elle a été nommée l'une des 100 personnes les plus influentes dans le monde par le magazine Time. Elle était au front durant la bataille contre l'épidémie de l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Elle était également au front au Québec durant la pandémie de la COVID et elle fait dernièrement partie du groupe indépendant sur la préparation et la riposte de la pandémie qui vient tout juste de déposer son rapport à l'OMS. Oui, son CV est impressionnant. Elle vient également d'être nommée professeure spécialiste des urgences pandémies et sanitaires à McGill et j'en ai donc profité pour lui demander, entre autres, quel est le pouvoir de la population pour changer l'état de la situation face à la pandémie dans le monde. Et oui, elle a des solutions et oui, on l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Montminy, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Bonjour, Dr. Joanne Liu, ça va bien? Oui, merci. Je suis extrêmement heureuse de vous recevoir aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur pour deux raisons. Premièrement, je viens d'une famille de médecins et c'est vraiment une entrevue personnelle parce que mon papa est médecin, mes sœurs sont médecins, j'ai une sœur qui travaille physiothérapeute à Sainte-Justine. Quand je parle de vous, c'est ma famille qui est très, très près de moi, évidemment, que j'ai en tête d'une part. Donc, c'est très personnel pour moi. Mais également, il y a énormément de femmes qui nous écoutent présentement pour qui vous êtes un modèle de leadership. Quand je faisais toute ma recherche et tout ce que j'ai lu sur vous, j'avais l'impression d'avoir 30 000 pistes parce que votre vie, votre carrière est assez bien remplie. Mais j'aimerais commencer par la base, en fait. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui vous a poussé à vous carrément dévouer corps et âme à cette vocation-là. Quel a été le point de départ en tant que médecin peut-être ou peut-être même avant? Est-ce qu'il y avait une étincelle de départ? Par rapport à ce cheminement-là, je pense que ça s'est fait petit à petit, mais j'ai quand même décidé assez jeune que moi, j'étais pour aller travailler à l'étranger, dans des pays, dans ce temps-là, on appelait ça des pays en voie de développement. C'était le terme qu'on utilisait. Il y a eu quand même des étapes clés qui étaient des lectures quand j'étais adolescente, où j'avais été très inspirée par des gens qui avaient travaillé à l'étranger. Un séjour avec Carrefour Canadien International quand j'avais 18 ans, 3 mois au Mali. Et là, c'était, je vous dirais probablement l'événement qui était un moment tournant parce que après ça, j'ai décidé que c'était ça. J'étais pour devenir médecin, aller travailler à l'étranger, dans l'espoir de faire une différence. Et puis, j'ai tout fait à partir de ce moment-là, dans mes choix personnels et professionnels, de pouvoir m'assurer d'acquérir une formation qui était pour être exportable et qui était pour être une valeur ajoutée où est-ce que j'étais pour aller. Quel était le feu qui vous donnait justement parce que je lisais en fait plusieurs témoignages de vos collègues qui disent vous n'arrêtez jamais, vous êtes toujours à l'affût de ce qui se passe dans le monde évidemment, mais qu'est-ce qui a tenu ce feu-là continuellement en vous malgré tout ce que vous avez vu à travers le monde? Ben, je pense que, tu sais, la drive de faire des choses, c'est différent pour chaque personne. Dans mon cas, c'est vraiment le désir de pouvoir apporter, dans mon cas, c'est des soins à des populations que je considère extrêmement vulnérables dans des situations extrêmement dramatiques. Oui. Et c'est toujours ce désir-là que j'ai en tête. Et c'est pour ça que même que je sois médecin sur le terrain ou quand j'ai été en charge de programme pour Médecins sans frontières, quand j'étais basée à Paris de 1999 à 2000, et que là, c'était
un gestionnaire de programme humanitaire, ben moi, c'est que je voyais le patient. Je voyais dans ma mire. Toujours dans ma mire, c'est je vois le patient. Est-ce que le programme que je suis en train de faire, de monter, fait une différence à un enfant pour avoir son traitement contre la malaria ou à une femme d'avoir accès à un accouchement sécuritaire dans une de nos cliniques. Donc, c'était toujours dans cet objectif-là. Parce que c'est très, très facile, je trouve, quand on est dans une bureaucratie qui soit d'une organisation humanitaire ou une bureaucratie gouvernementale, de la santé aussi au Québec, de se dire, de perdre de vue l'objectif premier qui est le patient. Et donc, moi, ce qui fait que je continue à chaque jour, c'est que je veux toujours ce patient-là dans mon horizon. Je veux toujours un patient à qui j'essaie d'apporter les meilleurs soins possibles. Oui, donc c'est la base première d'un médecin, en fait, de penser en premier au patient, mais comme vous dites, c'est facile aussi de s'y perdre dans tout ce qui entoure au niveau des budgets, au niveau de l'argent qui est impliqué là-dedans, au niveau de tous les paliers de décision aussi qui entourent. Quand vous avez essayé de devenir présidente de Médecins sans frontières, là, vous n'avez pas eu votre première chance au départ dès que vous avez posé votre candidature. Il a fallu que vous fassiez ce cheminement-là pour vous rendre jusqu'à la présidence. Comment vous avez fait ce cheminement-là pour vous dire, non, moi, c'est là que je vais aller faire la différence, c'est ça que je veux faire, et même si on m'a refusé une fois, c'est pas grave, je vais continuer quand même. C'est par rapport à, je dirais, à l'objectif que j'avais postulé dans un premier temps quand j'étais présidente d'MSF Canada, à Médecins sans frontières en 2006, pour lequel je pense qu'on avait dû faire 6 tours. On était 6 candidats, puis il y a eu 6 tours de votation, tellement c'était serré. Puis finalement, j'ai perdu au dernier tour. Puis je me rappelle, ça a été une énorme déception. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, j'en ris un peu parce que donc, je riais pas dans ce temps-là. C'était J'imagine. tellement pas drôle. Mais en fait, je ris de moi aujourd'hui parce que ça m'a pris beaucoup de temps à m'en remettre à quelque part. C'était drôle parce que j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit à un moment donné, ben attends, là, il y a combien de gens, là? Il dit peut-être à part certaines personnes comme Barack Obama, mais tu sais, la plupart des gens, ça arrive extrêmement souvent qu'ils vont se présenter à plusieurs reprises pour être candidats, puis qu'ils seront pas choisis. Puis là, il me regarde et il dit, snap, pas, là, comment, là, tu sais, il faut vraiment que et puis ça m'avait fait rire parce que je trouvais que, en fait, dans la vie, les gens qui focalisent énormément sur les échecs, en fait, c'est nous-mêmes. Parce que le reste du monde, en fait, c'est un détail dans le parcours d'une personne, mais nous, on est émotivement attachés à des émotions et ça nous prend un certain temps à passer par-dessus. Bref, la deuxième fois quand j'ai appliqué, c'était j'avais fait en fait une maîtrise en leadership en santé à l'université de McGill avec Henry Mintzberg. J'avais décidé de faire cette maîtrise-là parce que je m'étais dit peut-être qu'il manque des outils de leadership pour la prochaine étape professionnelle. À ce moment-là, je n'avais vraiment pas choisi que j'étais pour me représenter à MSF comme présidente internationale. Et je me rappelle que mon tuteur de maîtrise, qui est un ancien directeur de l'OMS, m'avait dit, quand on s'était rencontrés, ça faisait même pas 5 minutes qu'on se rencontrait, puis on a parlé de Médecins sans frontières, puis j'avais décidé de faire une espèce de projet sur des problématiques dans l'aide humanitaire. Il m'avait juste dit, après qu'on s'est parlé, je sais pas, moi, 30 minutes, il m'avait dit, il dit, mais t'es prête, pour te représenter en passant? Puis ça m'avait fait comme un déclic. J'avais dit, ah ouais. Et puis je me rappelle on avait souvent ensemble, je me rappelle d'être rentrée chez moi, puis j'avais dit, oh, peut-être. Et puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que pendant ma maîtrise, on avait des projets à faire pendant la maîtrise. Puis moi, j'avais dit, bon, ben le projet de maîtrise aussi, à côté de tous les trucs que j'ai écrits, c'est je vais postuler pour la présidence encore. Et là, j'avais décidé de faire une campagne. Ma campagne, ça s'appelait, en anglais, c'était Patient First, les patients d'abord. Parce que je considérais que Médecins sans frontières faisait face à une croissance institutionnelle importante et j'avais l'impression que dans cette croissance énorme institutionnelle, on semblait oublier des fois nos patients. On était là en train de programmer nos bureaux, la taille de nos bureaux en Europe, en sachant très bien que notre boulot, c'était pas en Europe, c'était sur le terrain, en Asie, en Afrique. Je trouvais qu'il y avait commencé à avoir une déconnexion. Les gens dans ma maîtrise, c'est devenu comme un projet collectif de travailler
et de travailler sur ma candidature. Et donc, ils m'ont aidé dans ma campagne. J'avais comme un semi-comité. Et puis, on a fait un Facebook. On a fait toute une campagne parce qu'en fait, moi, j'avais pas d'argent pour faire ma campagne et j'ai fait une campagne virtuelle. Donc, je me suis réveillée à des heures pas croyables, à 3 heures du matin, en train de parler à des conseils d'administration pour essayer de vendre mon projet politique. J'ai quand même commencé très tôt. Autant la dernière fois, j'avais comme commencé à la dernière minute. Cette fois-ci, j'ai dit, j'annonce mes couleurs très tôt. 1 an avant les élections, j'ai dit, je me présente. Okay. J'ai appelé le président qui était là, qui lui demandait un deuxième mandat. Puis j'ai dit, écoute, je vais juste te dire que je vais me présenter contre toi. Rien de personnel. Wow. Je me présente contre toi. Et puis, je me rappelle qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui... c'est à un moment donné, les planètes s'alignent, hein, mais je me rappelle que quelqu'un m'avait dit, écoute, il faut que tu parles à cet ex-premier ministre-là du Québec. C'est un politicien médecin, puis il va te dire comment faire une campagne. Alors, j'ai été voir cette personne-là, toc, 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 bonjour. Et puis, il m'avait dit, cette personne-là, c'était totalement marrant, m'avait dit, bon, docteur Liu, vous avez 5 minutes pour me présenter Médecins sans frontières. Puis dis-moi que je connais le nom, mais pas vraiment. Après ça, je vais vous dire comment faire votre campagne électorale. Oui. Et donc, je me lève, j'ai fait un petit show pendant 5 minutes. Le monsieur va sur le tableau blanc puis il dit, une campagne électorale, ça s'organise comme ça. Et il est fait tac, 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 écrit sur le tableau blanc. Je dis, bougez pas. J'ai pris une photo avec mon iPad. Et puis, j'ai exactement suivi sa recette. Wow! Donc, vous avez eu les conseils d'un mentor incroyable que vous aviez pas eu avant. Donc, comme vous dites, les planètes se sont alignées. Vous étiez pas nécessairement prête la première fois que vous avez essayé, mais ça, vous le saviez pas. Et là, cette fois-ci, avec toute cette recette-là, vous avez réussi à avoir le poste. Mais c'était du travail, hein, du travail. C'était quand même 1 an de campagne où j'ai passé quasiment tous mes week-ends, parce que moi, j'avais un boulot à temps plein comme urgentiste à Sainte-Justine à ce moment-là. J'ai passé mes week-ends, mes soirées, appeler les gens, à me présenter, à présenter mon projet politique et aussi à me faire une équipe. Oui. Donc là, après ça, c'était, tu sais, parce que dans la recette, les gens disent, la meilleure façon de gagner une élection, il dit, c'est faut que tu trouves des ambassadeurs qui vont vendre ton projet politique. Ça peut ne pas être que toi. Puis en fait, c'est toujours mieux que quelqu'un d'autre te vende. Et donc, c'était aussi ça. Et c'était quand même une superbe aventure parce que je peux comprendre maintenant, parce que, tu sais, à Médecins sans frontières, c'est quand même une élection. Moi, j'étais jamais dans une élection aussi importante à travers le monde, avec des grands électeurs pendant 1 an, là. Donc, quand ça se passe, ces élections-là, et quand tu es élu, c'est quelque chose parce que tu as tellement rêvé que cette journée-là, tu te dis, mais c'est pas vrai. Je me rappelle d'avoir fêté ce soir-là, naturellement, énormément. Ouais. On a fêté jusqu'à très tard dans la nuit. Je m'étais dit, écoute, faut fêter, là, parce qu'après ça, une fois que les responsabilités arrivent, on passe à autre chose. Mais on se donne un 24 heures qu'on a eu du fun. Mais je me rappelle de m'être réveillée en plein milieu de la nuit puis de me dire, c'est-tu vraiment vrai? J'ai-tu été élue? Tu sais, c'est un super moment. Et moi, je conseillerais aux gens, c'est très le fun de travailler pour un objectif comme ça qui est assez clair. Puis je pense qu'il faut prendre le temps de savourer ces victoires-là parce que ça dure pas longtemps. Vraiment, faut en profiter. Que c'est des moments extraordinaires parce que après ça, j'ai une présidence qui était extrêmement occupée avec des moments très difficiles. Je pense que c'était un des moments les plus occupés, en tout cas pour l'organisation depuis une certaine période. J'étais extrêmement sollicitée et je regrette aucunement d'avoir très bien fêté cette victoire-là. Oui, j'aime que vous dites ça parce que justement, après ça, durant votre présidence, vous avez été mis sur la scène internationale quand même. Vous avez pris votre rôle très, très, très au sérieux dans des moments extrêmement difficiles pour le monde entier. Le premier avec l'Ebola en Afrique, je dis le premier, en tout cas, c'est celui qui, moi, m'a marqué, mais j'imagine que on pourrait parler de toutes les missions que vous avez faites, mais ça nous a mis de l'avant une fragilité incroyable qui maintenant nous touche, nous, même maintenant, avec une autre situation, mais comment vous avez affronté ça en tant que présidente? C'était des moments forts, mais c'est vrai qu'avant ça, il y avait eu d'autres moments parce que moi, j'ai commencé ma présidence à la fin de 2013, en octobre 2013.
Et ça a commencé un peu sur les chapeaux de roue quasiment parce que c'était la crise en République centrafricaine où il y a eu une grosse guerre interne. Et c'était la guerre en Syrie. Et on se rappelle quand même que c'était extrêmement, extrêmement violent, la guerre en Syrie. Et j'ai commencé ma présidence, en fait, je m'étais dit, je sais que la Syrie, ça va être un super gros conflit. Je vais aller travailler. Et donc, je suis allée travailler en Syrie undercover. On trouvait que c'était pas d'adon de les faire, tu sais, la pub que la présidente internationale allait travailler. Donc, j'ai été travailler comme urgentiste dans un petit hôpital dans le nord de la Syrie pendant un mois. Puis je m'étais dit, ça va être la meilleure façon, vu que j'avais jamais travaillé en Syrie avant, de m'approprier le contexte, de la problématique, de connaître mes équipes. Ça a donné le ton sur ma présidence. C'est que moi, j'ai dit, j'étais pour être une présidence des opérations, mais qui était pour être près de mes équipes. Parce que je considérais que c'est vraiment eux qui prennent tous les risques. Et je voulais être un relais, mais un relais qui est vraiment basé sur la réalité. C'est comme ça que j'ai quand même acté ma présidence, puis ça a été ça pendant plus de 6 ans. Et donc, quand l'Ebola est arrivé, c'était quelque chose qui était hors norme. Et dès le début, les équipes ont dit c'est hors norme parce que quand, au mois de mars, je pense, je me rappelle bien, c'est le 21 mars 2014, il y avait déjà des cas qui se passaient, mais je pense que c'était comme off the radar, mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y avait une multiplication, une éclosion de cas. Et donc, MSF a fait partie des équipes avec le gouvernement qui sont allés chercher les échantillons pour pouvoir faire le diagnostic de c'était quoi cette nouvelle maladie-là qui tuait des gens. On savait que c'était différent. Et qu'est-ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs mois, on a essayé d'alerter différentes autorités, mais notamment l'OMS. J'ai rencontré à ce moment-là la directrice générale, Margaret Chan, et je me rappelle en avril, j'ai dit, écoutez, nos équipes sont extrêmement, extrêmement inquiètes sur le terrain. Ce n'est pas une épidémie d'Ebola comme à l'habituel. Elle est beaucoup plus éparpillée, il y a beaucoup plus de cas et on craint le pire. Il faut faire quelque chose. Et à ce moment-là, elle dit oui, très bien, on va suivre. Mais après ça, quand on a monté le temps pour dire notre inquiétude, on était intimidés dans les réseaux sociaux. On s'est fait dire que Médecins sans frontières criait au loup et c'était extrêmement minimisé. Puis on avait besoin de toute la machine de l'OMS parce que ça allait vraiment pas bien. Ce qu'on a fait, c'est je suis allée sur le terrain avec le directeur des opérations de Médecins sans frontières. Puis on a visité les 3 pays. Puis après ça, on est parti sur un tour de briefing puis d'advocacy sur la crise de l'Ebola. Je suis allée à New York faire un briefing au sous-secrétaire général des Nations Unies. J'ai rencontré des États membres aussi aux États-Unis. Les gens, au début, réagissaient très peu. Et il y a eu un intérêt aussi quand les gens il y a eu des cas qui ont été rapatriés. Puis quand aussi les gens sont rendus compte que on leur disait, ben vous savez, c'est quand même étrange que les seules personnes qui vont être capables de répondre à une épidémie d'une fièvre hémorragique va être une organisation indépendante humanitaire. Je dis, c'est important que vous aussi, en tant que pays, que vous développiez vos propres ressources et votre propre savoir-faire. Et ça a eu un peu plus d'écho. C'est frustrant parce qu'en vous écoutant parler, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de briefing, il y a beaucoup de je m'en vais là, je m'en vais parler, il faut que je débatte mon point. Est-ce que c'est frustrant d'embarquer dans toute cette machine-là d'un bord et de l'autre côté, on sait que les équipes qui sont sur le terrain sont en train de sauver des vies et que ça va vraiment pas bien, là. Comment vous faites pour gérer le stress de vos équipes et le désastre humanitaire qui est en train de se dérouler, puis vous savez que c'est une question de vie ou de mort, et de l'autre côté, vous allez dans des bureaux, dans des endroits pour parler puis dire voici ce qui se passe, puis il faut pas que vous perdiez votre sang-froid. Moi, en tout cas, je trouve ça important, c'est d'avoir justement la connexion avec ce qui se passe vraiment sur le terrain. Je vous dirais qu'avec le temps, comme porte-parole pour l'organisation, je pense que j'ai appris quand même à transmettre ça, le sens de l'urgence, le sens de la gravité, l'impératif de l'action. Je disais que moi, dans mon rôle, en tout cas comme présidente internationale, c'était pas d'être sur le terrain, mais c'était d'aller justement parler à ces chefs-là, la chancelière de l'Allemagne, ou de parler à Barack Obama, ou de parler à d'autres personnes, puis leur dire, écoutez, vous devez porter attention. On savait que si on était pour acter la frustration, c'était pas pour nous attirer de l'aide. Et donc, quand moi j'ai fait, en tout cas, quand on était invité pour faire le briefing aux Nations Unies le 2 septembre 2014, je me rappelle ce qu'on a dit aux gens,
c'est que c'était un constat d'échec qu'on faisait et que aujourd'hui l'Ebola gagnait la partie et que c'était seulement si on se mettait ensemble qu'on était pour y arriver. Et on a fait des demandes extrêmement précises par rapport à quel genre d'aide qu'on avait besoin, le nombre de lits d'Ebola qu'on avait besoin en centre d'Ebola. On avait besoin d'un pont aérien pour faire rentrer les différentes ressources nécessaires pour combattre l'Ebola. On avait besoin d'avoir un avion pour faire des médivacs, pour sortir les gens qui étaient infectés, de personnel au moins international, voire national. Donc ça, c'était des demandes qui ont été précises, qui, à quelque part, ont été entendues. OK. Donc, vous avez été écouté et j'imagine que le respect vient avec aussi en vous entendant parler. On s'entend que d'avoir l'oreille de Barack Obama, faut quand même être respecté par ces gens-là et être pris au sérieux. Comme vous dites, d'arriver en colère, c'est peut-être pas la meilleure façon d'agir. Jusqu'à un certain point, mais après ça, il faut toujours se rendre compte qu'un événement arrive dans un contexte politique qui peut être favorable ou défavorable par rapport à une certaine situation. On était, et c'est pour ça que j'avais commencé au début avec la Syrie, on était dans un moment avec la Syrie où ça avait été extrêmement difficile au niveau des Nations Unies et notamment au Conseil de sécurité de s'entendre. On n'avait pas réussi à faire une résolution sur la Syrie. D'ailleurs, on n'a jamais vraiment réussi à faire de vraies résolutions qui ont été actées sur la Syrie depuis le début du conflit. Donc, on était toujours dans une espèce d'impasse-là par rapport au Conseil de sécurité. Même chose aussi avec la bande de Gaza, avec l'Ukraine aussi. On n'était pas capable de s'entendre. C'était extrêmement difficile, c'était tendu. Et l'Ebola a été, comme un peu la pandémie, je crois, va faire ça, c'est que l'Ebola a été un sujet qui était moins politisé. C'était un ennemi commun. Oui. C'était beaucoup plus facile de s'entendre. Et je pense que ça nous a aidés aussi dans notre démarche d'appel à l'aide au niveau mondial, c'est que au niveau de la politique mondiale, on avait aussi envie de s'entendre sur quelque chose. C'était comme un apaisant à quelque part de pouvoir dire enfin un sujet sur lequel on peut s'aligner, enfin un sujet pour lequel on peut construire ensemble. Parce que je pense pas que les gens ont toujours envie d'être en opposition en permanence. Et c'était quand même très intéressant parce que oui, la Russie, la Chine, Cuba ont fait partie des premiers pays à se mobiliser sur place. Et Israël, les États-Unis, tout le monde y a été. C'est vraiment quand même notoire que à quelque part alignement au niveau de l'impératif de répondre rapidement. Et donc, il y a eu une résolution qui a été passée au Conseil de sécurité à la mi-septembre, qui a été soutenue par plus de, je dis pas de bêtises, 138 pays. Ça, c'est historique. Ça, on est capable de combattre ça ensemble. J'espère que vous aimez l'entrevue autant que moi et pour suivre toutes les nouvelles du podcast Femmes de Fer, je vous invite à vous abonner à la page Instagram Femmes de Fer Podcast. Est-ce que vous pensez que cette crise-là a mis un peu les bases pour ce qui se passe en ce moment avec la pandémie? Est-ce que ça vous a donné? Oui, absolument. Parce que par rapport à l'Ebola, on s'est rendu compte qu'on n'était pas prêt dans l'optique de se dire qu'est-ce qu'on fait quand un pays appelle à l'aide et qui dit je ne peux pas répondre à cette crise-là. Et une chose de dire je ne peux pas répondre, mais c'est une autre chose par rapport au fait que un pays dit non, c'est pas de l'argent que j'ai besoin, c'est des bras que j'ai besoin. On a besoin de gens qui vont être dans des centres de traitement d'Ebola, des soignants, des logisticiens, des agents sanitaires qui vont venir nous aider. Très difficile pour les gens parce que il y a toute cette problématique-là, ou en tout cas par rapport à ce qu'on appelle risque zéro. C'est que les gens sont bien prêts à venir aider, mais est-ce qu'ils sont prêts à envoyer du personnel qui pourrait revenir infecté et là, vous importer la maladie chez vous? Et c'était une réelle question. C'est pour ça qu'il y a eu plein d'initiatives comme être capable d'avoir une espèce d'hôpital pour personnel international qui serait traité sur place. Parce que là, c'était la même chose. Supposons que vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous êtes travailleur pour l'Ebola et, malchance, vous avez une appendicite. Qu'est-ce qu'on fait? Ces cas-là ont dû être réfléchis et ça fait que oui, on essaie de trouver des réponses collectives par rapport à ça.
mais c'était extrêmement difficile. Ça a pris beaucoup de temps. Mais pour ce qu'on a fait pour bâtir la réponse aujourd'hui, c'est qu'on a fait ce qu'on appelle le blueprint sur la recherche et développement en temps d'épidémie. Et donc, c'est ça qu'on a utilisé, entre autres, par rapport à cette pandémie-là de la COVID-19, où on avait déjà eu des accords prénégociés sur, oui, la recherche et développement devrait être un bien public, oui, on devrait partager les datas en temps réel. C'est comme ça que ça s'est fait aussi, pour pouvoir accélérer la recherche et développement sur des outils pour combattre le virus. Oui, parce que quand c'est justement arrivé, là, je vais pas dire du jour au lendemain, mais c'est allé extrêmement vite avec la pandémie. Évidemment, tout le monde qui est pas vraiment impliqué dans le milieu médical ou même au niveau des gouvernements, la population en général, on regardait ça arriver et on se disait, il y a sûrement des gens qui ont pensé. J'espère qu'il y a des gens qui ont déjà réfléchi à ça. Donc, d'après ce que j'entends un peu, c'est qu'il y avait déjà cette réflexion-là, ce qui a permis quand même cette communication internationale-là quand la pandémie est arrivée. C'était pas parfait, évidemment, il y a rien qui pouvait prévoir ça, mais il y avait déjà un peu cette réflexion-là en arrière. Il y avait déjà une base qui a été faite avec une architecture de comment approcher les choses. Ça l'a permis d'accélérer, de gagner un temps précieux pour pouvoir développer tous les vaccins qu'on a développés, par exemple, pour la COVID-19. Oui, parce que dans le fond, le vaccin, on n'arrête pas de se faire dire que ça peut prendre 10 ans et finalement, ça a pris 1 an. Est-ce que vous êtes surprise de cette réaction-là aussi rapide au niveau des vaccins? Pas complètement, parce que c'est sûr qu'on avait déjà des ébauches de travail avec le fait qu'on avait le MERS, qui est un autre virus pour lequel on cherchait déjà des outils. Et donc, c'est dans la même famille. Donc, on partait pas à zéro. Ça nous prouve que quand on finance et qu'on a des incentives pour la recherche et développement par, en fait, des fonds publics, mais on est capable d'accélérer le processus de recherche. Et ça, c'est quand même, je pense, une réflexion qui est importante parce que ce que la COVID-19 nous a démontré, c'est que la science est au rendez-vous de pouvoir répondre très rapidement par rapport à une épidémie qui devient une pandémie. Et je vous dirais, ce qui a mis le plus les bâtons des roues, c'est la nature humaine. La nature humaine, je pourrais dire, une course aux ressources. Et c'était vraiment un monde de prédation qui s'est acté autant au début avec les protections personnelles. On parle de masques N95, on parle de protection personnelle des vêtements. On n'a peut-être pas été dans notre meilleur de notre humanité par rapport à ça. Mais quand la peur embarque, ça devient un peu chacun pour soi aussi. Et évidemment, les pays mieux nantis ont cette force-là probablement pour avoir accès à plus de ressources. Ce qui m'amène à un point que je trouvais intéressant. Dernièrement, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a dit que durant la pandémie, c'est majoritairement les gens sur le terrain, le peuple, qui a fait la différence pour changer les choses. Est-ce que vous avez vu ça? Et ça, c'est une vérité de la palisse, hein. C'est toujours les gens sur le terrain qui font la job à 99,9%. C'est la même chose pour l'Ebola, dans le sens que les gens qui ont fait quand même le gros du boulot en Afrique de l'Ouest, c'est les travailleurs sur place qui ont travaillé. Et même si nous, on envoyait des équipes, c'est que 90% de nos équipes sont des personnes qui sont engagées localement. C'est pareil pour toutes les organisations internationales. Donc, que ça soit un tremblement de terre, que ce soit une épidémie, que ce soit une guerre, c'est toujours les acteurs locaux qui font le gros de la réponse. Et c'est dommage parce qu'ils sont rarement mis en avant par rapport à tout ce qu'ils font. Souvent, le crédit est pris par des acteurs humanitaires internationaux qui viennent pour quelques semaines ou quelques mois. Souvent, elle vient prendre un relais ou elle vient stabiliser une prise en charge ou apporte des fonds supplémentaires pour continuer les prises en charge. Mais de façon générale, oui. Et ça fait partie justement de tout ce processus-là de décoloniser la santé mondiale. On en fait la promotion et comment on en parle. Et on ne met pas assez en avant l'acteur local
qui, en gros, est la personne qui fait le plus d'actions concrètes. Quand vous êtes arrivé ici au Québec pour la pandémie, parce que là, vous êtes maintenant ici, est-ce que ça a été un choc de voir que, finalement, au Québec, il y a aussi une pandémie, que les gens à travers le monde, tout le monde est fragile et qu'il faut aussi s'impliquer et mettre en place des structures face à une pandémie? Je vous dirais que la COVID-19, pour moi, est un phénomène qui est rempli d'étonnement. Je me rappelle qu'après l'épidémie d'Ebola de 2014 à 2016 en Afrique de l'Ouest, j'ai pas arrêté de marteler, le monde n'est pas prêt pour répondre à une épidémie à large échelle, voire une pandémie. On n'a pas les mécanismes en place, on n'a pas l'état d'esprit pour ça. Mais je disais ça avec pas complètement toutes les faits saillants pour pouvoir soutenir ça, mais on voyait comment ça se passait, puis on se disait, me semble que ça se passera pas bien, puis on voyait aussi la tension qui était portée. On a fait des simulations, j'ai été dans plusieurs simulations qu'on appelle mondiales, dans des meetings comme à Davos ou au Conseil de sécurité de Munich, et on faisait des simulations de pandémie, puis quand je regarde ça en rétrospect, je me dis, mon Dieu qu'on a manqué d'imagination. Mm-hmm. On a manqué surtout d'imagination, notamment par rapport à comment collectivement on était pour répondre ensemble. Et ce qui est clair, moi qui fais partie du panel indépendant sur la COVID-19, qui fait l'évaluation de la réponse de l'OMS et des États membres de l'OMS, pour lequel on a déposé notre rapport à l'Assemblée mondiale de la santé le 25 mai. On n'a pas appris du passé, de toutes les épidémies qu'on a eues. Il y a eu quand même 11 panels et commissions sur les pandémies, la préparation. Moins de 10% des recommandations ont été mises en œuvre. Donc, on n'était pas à court de recommandations, on était à court d'actions concrètes par rapport à la pandémie. Et ce qui est choquant, c'est oui, on est dans un pays du G7, nanti, et on était terriblement pas prêt parce qu'on n'avait jamais fait face à ça et on ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire avoir un système de santé avec des zones chaudes, des zones froides, des zones tièdes. C'est quoi un circuit de patient par rapport à ça? Et moi, ça me faisait rire parce que quand on travaille dans l'humanitaire, qu'on fait face à des épidémies, soit de choléra, d'Ebola, de fièvre jaune, ben on fait ça, c'est notre quotidien. Et j'ai trouvé ça assez dommage qu'on n'a pas rapidement récupéré ces connaissances-là de gens qui ont travaillé à l'étranger et qui, en fait, c'est leur quotidien. Ça a été fait, par exemple, par la Croix-Rouge canadienne ici, qui ont en grande partie, en fait, recruté des médecins qui n'avaient pas encore leur équivalence comme médecins, mais qui ont travaillé dans des pays où il y a eu des épidémies qui ont sévi, puis c'est eux qui ont fait une grande partie des actions ou qui ont été en charge des projets pour la COVID-19, pour la Croix-Rouge. Mais non, on n'était pas prêts, puis je crois que les gens n'étaient pas capables de s'imaginer qu'est-ce que ça représentait. Pourquoi qu'on vous a pas appelé plus tôt, sachant que vous étiez au courant et que vous aviez cette force-là, vous aviez les connaissances? Ben, c'est comme ça. Je pense que c'est vraiment difficile d'avoir quelqu'un qui arrive de l'extérieur comme ça, qui est pas connu dans le milieu, plus connu à l'international. On n'est pas prophète chez soi, c'est clair. J'ai pu contribuer d'une certaine façon au niveau du pays, sur certains comités aviseurs. Au niveau du fédéral et puis au niveau du gouvernement du Nouveau-Brunswick, qui ont été très concluants ici au Québec, malheureusement. Mais c'est comme ça. Pour moi, c'est important comme je dis souvent, c'est important en tout cas d'offrir mes services, d'avoir été toujours disponible. C'était pour moi mon devoir de citoyen. Après ça, c'était aux autorités de voir s'ils voulaient disposer ou non de mes services. J'aimerais savoir, là, bon, évidemment, le Canada, l'Amérique du Nord est bien partie pour la vaccination, mais on voit très bien que dans le reste du monde, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et évidemment, on a parlé, entre autres, de l'Inde, mais je vois, le Venezuela, on vient d'avoir des nouvelles. Ça continue dans le monde, finalement, la pandémie, même si nous, on commence à sortir dehors. Comment vous vous préparez à ça, vous qui êtes encore impliqués dans ce dialogue-là international? Mais moi, en fait, ça me préoccupe énormément. En fait, quand on regarde les chiffres, c'est pas parce que aujourd'hui une certaine fraction des pays à haut revenu commence à avoir une vraie décélération des cas
avec une protection grâce à la vaccination, que la pandémie est finie à l'échelle mondiale. Et on sait que dans certains pays, on est en train d'avoir des nombres records de patients infectés et de nombres records de gens qui décèdent. Mon plus grand souci, c'est que on se retrouve dans un scénario similaire au VIH, à la tuberculose, où la COVID-19 va devenir la pandémie oubliée ou la pandémie des pays pauvres. Parce que les pays moins nantis n'auront pas accès à la vaccination rapidement, n'auront pas accès, c'est quand même incroyable de se dire qu'aujourd'hui, un traitement de base comme l'oxygène n'est pas à portée de tout le monde et que les gens sont en train de gaspiller, de halter, d'être à bout de souffle et en train de mourir à petit feu par hypoxémie. Donc, manque d'oxygène. Il est important et je pense qu'on a un devoir. On a un devoir moral de continuer à acter une solidarité envers les pays moins nantis qui font face aujourd'hui à des vagues importantes de cas. Mais on a aussi un intérêt de toute façon à le faire parce qu'on le sait qu'un virus qui se promène en liberté, à chaque fois qu'il est transmis, il se mute et éventuellement, il va y avoir une compilation de mutations qui va arriver à une mutation qui pourrait échapper à la protection des vaccins qu'on a. Et donc, ça veut dire que ça pourrait revenir vers nous après. Donc, c'est même c'est un devoir pour moi moral, mais ici, on ne veut même pas acter au niveau moral, on peut acter au niveau de ses intérêts personnels. La meilleure chose, c'est la solidarité pour en venir à bout. C'est important que tout le monde arrive à ligne de fin ensemble pour la COVID-19. Et moi qui n'ai pas impliquée dans la communauté internationale ou médicale, comment on peut agir? La population qui écoute, comment on peut changer les choses? Premièrement, c'est de s'informer puis de comprendre la problématique. 2, c'est d'en parler. 3, c'est faire de la pression sur nos autorités. On sait aujourd'hui que ça va être la semaine prochaine le G7. Il faut demander au Canada de s'assurer de repartager le plus rapidement possible le surplus de vaccins qu'ils ont. On sait on en a commandé, en tout cas pour vacciner au minimum 2 fois à 3 fois la population canadienne. D'une part, il faut demander aux Canadiens au gouvernement canadien, de ne pas reprendre des vaccins de la plateforme COVAX de repartage parce qu'on a d'autres façons de s'approprier des vaccins. 3, il ne faut pas s'opposer à la levée des brevets sur les produits de COVID-19. Oui. Il faut que d'autres pays soient capables de produire ces produits-là. Il faut aussi les aider à avoir des centres de production parce que on sait que si la COVID-19 devenait endémique, et c'est la chose qui va probablement arriver, c'est qu'on va falloir apprendre à vivre avec. Donc, ça veut dire qu'il va falloir se faire vacciner régulièrement. Et si on pense qu'on va avoir besoin d'un vaccin, d'une dose booster, ça veut dire qu'on est autour de 8 milliards sur la planète. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de 8 milliards de doses. Si c'est un vaccin qui a besoin de plusieurs doses, si on a à faire ça chaque année, c'est-à-dire qu'il va falloir créer une capacité de 15 à 16 milliards de vaccins par année. Donc, c'est dans l'intérêt mondial d'avoir une capacité de production vaccinale dans différentes régions du monde et d'accompagner ce processus-là. C'est faisable, selon vous? Bon, je pense que tout est faisable. Il n'y a pas de raison. Après ça, c'est une question de volonté politique. Si on est capable de faire marcher des hélicoptères sur Mars, je ne crois pas qu'on ne sera pas capable d'arriver à bout de la COVID-19. Ça, c'est une question de volonté personnelle, de volonté collective. Qu'est-ce que vous pensez des médias sociaux dans toute cette pression-là? Ils peuvent avoir un certain rôle, les médias sociaux. Je pense que les médias sociaux, il faut les utiliser à bon escient. On sait on voit comment ça a été utilisé chez nos voisins du Sud par rapport à l'ancienne administration et ça n'a pas toujours été facile. Les médias sociaux peuvent être une chambre de résonance par rapport à certains messages. Il faut qu'ils soient bien formulés. Oui. Il faut qu'ils soient basés sur la science, sur l'évidence. Pour finir le dialogue sur tout ce qu'on vient de faire, vous êtes rendu maintenant un professeur à McGill. Quelle est votre implication dans ce nouveau poste? J'ai joint le mois dernier l'école
des populations et de la santé mondiale à l'Université McGill. Mm-hmm. Et moi, je vais travailler sur pandémie et les urgences sanitaires. Mm-hmm. Il faut quand même souligner que l'Université McGill a été extrêmement impliquée dans la réponse à la COVID-19 ici au Québec au niveau des essais cliniques avec MI4, mais aussi auprès du fait que c'est le secrétariat de la Task Force en immunologie, l'école de la population et santé mondiale et le secrétariat. Il y a déjà plusieurs choses aussi par rapport à la modélisation sur l'épidémie qui a été faite par des gens en intelligence artificielle. Donc, une université qui est déjà extrêmement impliquée, mais moi, j'espère de pouvoir contribuer au niveau de la réflexion par rapport à ce qui s'est passé et d'arriver peut-être à une contribution et recommandation sur comment s'assurer que la prochaine fois, on est mieux préparé. Cela dit, on est encore en plein dedans. J'espère de contribuer à permettre à un retour à la normale en réfléchissant aussi comment faire un retour sécuritaire au travail et à l'école à la rentrée en septembre prochain. Oui. Est-ce que ça vous préoccupe pour les enfants, justement, ce retour? Ça me préoccupe jusqu'à un certain point. Je pense qu'il doit être accompagné. Je pense qu'il faut y réfléchir. On ne sait pas où est-ce qu'on va être au mois de septembre avec les variants. Et on ne sait pas jusqu'à quel niveau qu'on va être par rapport à notre protection non plus collective. Et avec tout ça, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous voulez réaliser? Vous en avez plein les bras. Mais c'est sûr que je veux continuer à être capable de contribuer aussi à l'international. Donc, j'espère de pouvoir contribuer à cette réflexion-là aussi. Je pense que nous, on a un agenda. Le panel indépendant, on a déposé notre rapport au mois de mai. Mais on espère qu'il va y avoir une continuité à travers le G7, le G20, puis les grands sommets internationaux qui vont jusqu'à l'Assemblée mondiale des Nations unies. En septembre, dans nos recommandations du panel indépendant, il faut que les pandémies soient, la menace des pandémies soit élevée au niveau des autres menaces existentielles comme les accidents nucléaires ou comme les armes chimiques, afin de pouvoir s'assurer quand ça se passe, il y a une réponse au plus niveau des États, ça veut dire du président ou du premier ministre, pour s'assurer que ça va être une réponse multisectorielle. Ce n'est pas seulement une réponse au niveau de ministre de la Santé. On s'en rend bien compte. On voit bien comment on a été impacté au niveau socio-économique. Et donc, il faut avoir différents ministères impliqués. Ministère des Finances, ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Santé publique. Donc, c'est vraiment multisectoriel. C'est d'arriver, de s'assurer que pendant qu'on est toujours en train de combattre cette pandémie-là, c'est s'assurer aussi qu'on est prêt à s'assurer qu'on met la structure de base pour être mieux préparé la prochaine fois. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une prochaine fois. Vous êtes absolument certaine qu'il va en avoir une autre? Ce serait fort étonnant qu'il n'y en ait pas une autre, si on ne sait pas quand, mais vu la pression qu'on fait sur notre environnement, qui crée ce qu'on appelle les spillovers, donc les jumps des zoonoses des animaux à l'humain, avec la pression qu'on continue à faire, la dégradation ou les urgences climatiques qui se passent, on accélère ces phénomènes-là. Et ça, on l'a vu avec l'Ebola, avec les Zika, maintenant avec la COVID-19. Oui, ça va se répéter. En terminant, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça veut dire pour vous, femme de fer. C'est drôle parce que ça me fait toujours penser à Margaret Thatcher. J'en garde toujours un souvenir extrêmement amer. Même si probablement qu'elle est peut-être un super-héros dans son pays, je me rappellerai toujours comment elle avait traité les gens qui faisaient la grève de la faim en Irlande dans le temps qu'elle était en charge de ce pays-là. Il faut être une femme de fer, il faut être une femme de fer qui préserve son humanité. Merci énormément pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir parlé. Ça fut un réel plaisir. Merci. À la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de Fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine.